Bonsoir à tous. Merci d'être là pour ces sélections du prix Jules Favre, donc le prix d'éloquence de Sciences Po Lyon. Merci à tous d'être là, merci à nos orateurs et oratrices. Je vais d'abord commencer par remercier et présenter le jury de ce soir. Donc nous aurons l'honneur d'avoir parmi nos jurés Sophie Klopp, on peut l'applaudir. Également Jeanne Deveau. Jade L'Hôtelier. Et évidemment Nicolas Siguayo. Ce soir donc, 14 oratrices et orateurs prononceront donc un discours de 4 minutes 30 maximum sur une citation qui leur a été imposée. La soirée vise donc à sélectionner 8 candidats qui partiront donc en finale le 25 mars au Palais Bondy. Soirée qui se déroulera de 20h30 à 23h. Vous y êtes déjà tous conviés. Voilà. Et sans plus attendre, j'appelle donc au pupitre la première oratrice, Sana Machal. Mesdames et messieurs les membres du jury, cher public, chers philosophes, peut-on vraiment concevoir une vie où le doute n'existe point ? La fameuse question « être ou ne pas être » complètement vaine. Qu'est-ce que l'inconscient ? Insignifiant. Quelle est la place de l'homme au sein de l'humanité ? On s'en contrefiche royalement. Vous l'avez bien compris. Choisir la certitude en piétinant le doute, c'est revenir à un état primitif, un état animal. C'est opter pour la facilité d'une certaine vérité, même si elle se révèle être creuse et falsifiée. Bref, retour au XVIIe siècle. Au cours de sa formation, le scientifique Descartes se fixe un objectif ambitieux, refonder l'édifice de la science. Or, qu'est-ce que la science, sinon une quête inlassable de vérité ? Et comment mener cette quête sans indubitablement semer les graines du doute ? Comment prétendre accéder à la vérité sans se questionner, sans s'interroger, sans s'affranchir des préjugés ? Vous le voyez, c'est une nécessité. En plaidant en faveur d'une absolue certitude, la pensée abdique, la raison renonce à elle-même. Imaginez, vous cessez de douter. Le jeu est terminé. Pourquoi vouloir s'obstiner à continuer ? Le doute se doit de renverser l'absolutisme au royaume de la certitude. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Pour Descartes aussi, le doute était donc une méthode fondamentale. Il lui fallait remettre en question toute tradition, toute consécration de multiples générations pour tenter de la trouver, la solution. L'aboutissement en lui-même n'importait peu. Il s'agissait essentiellement de mettre l'accent sur le raisonnement, sur le cheminement. Douter, c'est, du bout des doigts, effleurer le savoir sans jamais s'en saisir pleinement. On dit d'ailleurs souvent « sans l'ombre d'un doute ». Or, c'est le doute qui fend la pierre, éclaire et amène la lumière. Si douter de tout rend fou, alors soyons fous. Écartons-nous du bétail et mettons des hypothèses en pagaille. Une chose seule restera ce soir toutefois une certitude. J'offrirai à mon contradicteur, gracieusement, en ultime geste de conviction, tout le bénéfice du doute. Je vous remercie. Merci Sana. J'appelle désormais au pupitre, non pas la position négative, mais Cléophée, qui viendra discourir sur une citation d'Aristote. On peut scroller 1 heure, mais pas 15. On peut scroller 2 heures, mais pas 15.
On peut scroller 3 heures, mais pas 15. Et de fil dans l'aiguille, voilà que nous sommes dimanche soir, 18h, et je me retrouve devant une page blanche. Victime hypnotisée, je contemplais impuissante dans mon algorithme les nouvelles inepties de Donald Trump, les théories complotistes ou la mise en avant de contenus toujours plus conservateurs. Après tout, pourquoi ne pas devenir une tradwife à 19 ans ? Mais s'il y avait bien une chose qui ne progressait pas dans ma tête, c'était cette citation. Nous sommes ce que nous répétons sans cesse. Qu'étais-je ? D'un ton maussade et déprimé, j'ai réfléchi à ce que moi, je me répétais. Mes erreurs, mais ce n'était pas très guiré comme sujet de discours. 2, des références de mèmes, du brain-rot de malade, mais je pense que là, je serais instantanément éliminée. Et c'est là que la vérité m'a percuté, comme un gros SUV percute un cycliste. Il y a bien des choses que je répète en boucle. Tous les jours, je vogue, portée, face aux arabesques de la vie. Pas de plié ni de pas de bourré, je valse avec les 8 ans qui me sont accordés. 5, 6, 7, 8. Sur un air de cha-cha-cha, de salsa, dans les sous-sols caveux de Lyon 2, dans les rues, dans le sable, sur les pistes, sur les scènes, je danse. Et je répète les mêmes mouvements. 5, 6, 7, 8. Impossible de tricher sur ce parquet. Je répète. Cher public, même quelqu'un d'extrêmement talentueux et charismatique peut parfois se tromper. Je sais qu'on ne le croyait pas comme ça, mais moi je peux vous le dire. La perfection ne s'attend pas. Elle s'atteint, ou du moins elle s'approche. Car quel artiste, quel penseur, quel sportif n'aurait pas une seule plume d'Icare brodée à son âme ? Et malgré ce qu'on nous a répété, l'hubris nous pousse à réessayer, à corriger, à refaire, à ressasser, à repasser, à reproduire, à rebâcher, jusqu'à trouver ce signe noir en nous. Laissez le moins de chance possible au hasard, car chaque note est gravée dans mes muscles, comme l'automate d'une boîte à musique. Chaque mouvement d'air, chaque ligne de mes bras, chaque empreinte de mes pas, chaque angle de mes jambes, corriger et répéter pour enfin atteindre la perfection. Le podium pour les pom-poms, les gispos c'est demain. Ou sans aller jusqu'à la psychose, répéter c'est pouvoir s'enivrer, profiter de son art, sentir ce sentiment indescriptible de la création poussé par chaque battement de mon cœur. Répéter pour atteindre la satisfaction. On ne naît pas star, on le devient. Bref, je répète. Et certes, il y a toujours une part de chance, mais comme je dis toujours, il y a surtout du talent. Et le talent, c'est comme les poireaux, ça se cultive, même si ça ne pousse pas tous à la même vitesse. Demandez à notre délégation Mirabeau comment ils sont arrivés en finale. Ah, oups, pas de chance, et pourtant le talent y était. Alors demandez à la délégation de Saint-Germain comment ils sont arrivés en finale. Ah, oups, là, on a un cas de répétition, voire de copier-coller. Chères spectatrices et spectateurs, je vais ici vous dire un petit secret. Il y a un an seulement, j'étais dans vos rangs. Cela faisait des années que, silencieuse, assise, j'observais cette cour de beaux parleurs qui tchatchaient, qui roucoulaient. Je les enviais un peu. Mais j'ai décidé que je ne voulais pas m'asseoir 20 ans. Alors je vous dis, le changement, c'est maintenant. Mais c'est aussi demain, et après-demain, et après-demain encore. Alors j'ai laissé l'habitude de m'asseoir sur le banc, et j'ai construit l'habitude de prendre le micro, de me mettre derrière le pupitre. J'ai continué, j'ai répété. Sortir de l'ombre, sortir d'une habitude pour en créer une autre. Un changement devient une habitude s'il est constant. Il faut choisir un but, et là le bon. Répéter n'est qu'une manière de l'atteindre. Si on peut répéter les erreurs, on peut aussi choisir de répéter les bonnes actions. Ne pas laisser le monopole du pouvoir à ceux qui en abusent et nous abusent, qui répandent la haine. Reprenons depuis le début. Aristote n'a pas dit « Cléophée est ce qu'elle répète sans cesse ». Non, mesdames et messieurs, si ces écrits ont été répétés et répétés et répétés encore jusqu'à aujourd'hui, c'est bien parce qu'ils nous touchent, nous, en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'ensemble, nous comme chœur, nous comme chorale. Mais que faire alors, si la partition sonne faux à nos oreilles ? Quand nous voyons sur le chemin des gamins oubliés, des futurs menacés, il faut changer la mélodie, chanter plus fort encore. Et oui, cher public, je me répète depuis le début de l'année, je préférerais ne pas le faire. Mais en dehors de cet amphithéâtre, l'histoire aussi se répète. Une vague brune, nauséabonde, qui revient cette fois par les urnes. Ils aboient, recouvrent le débat de leurs idées rétrogrades jusqu'à ce que les médias s'habituent à leur râle. On ne peut plus les oublier, les chiens. Cher public, chers camarades, à l'heure où les politiciens d'extrême droite sont sur tous les plateaux et leurs idées sur tous les réseaux, il faut être fort. Alors soyons ce que nous répétons sans cesse, dans tous les livres, dans tous les slogans, unissons nos forces pour faire front. On l'a bien vu cet été, les battre une fois dans les urnes ne suffit pas. Soyons forts et soyons constants. Parlez, parlez, parlez. On ne peut plus se permettre de les laisser passer. Agissez, agissez, agissez. Racontez les erreurs, mais répétons les victoires. Luttez, luttez, luttez.
Merci Cléophée pour ce beau discours. J'appelle désormais au pupitre Quentin sur une citation de Pierre Dac. Il faut l'applaudir. Mesdames, messieurs, ce soir, j'aimerais vous faire une confidence. Je hais les mathématiques. Je n'y vois pas d'intérêt. À mon égard, les carrés parfaits sont bien mieux cotés que des figures géométriques à 3 côtés, que les triangles isocèles, rectangles, équilatéraux, actutangles, oxygones et même scalènes. Alors, pour vous montrer pourquoi les carrés ne sont que des triangles ayant suivi et réussi le programme de vie de Thibaut InShape, je passerai par un biais qui apaisera, je le crois, le cœur de Monsieur Sigoyo ici présent, à savoir l'histoire. Alors, laissez-moi vous faire voyager à une époque où Jean-Michel Blanquer ne m'avait pas encore permis d'arrêter la géométrie. Il fait froid. Très froid dans cet atelier de Pétrograd, et pourtant, quelque chose semble être en train de bouillonner. Nous sommes en février 1917, le climat est lourd. Depuis fort longtemps maintenant, la société est dominée par un État qui s'appuie sur les bourgeois. 2 pôles très resserrés, auxquels est opposé un 3e sommet, le prolétariat. Situation d'inégalité parfaitement imparfaite, où le triangle règne. Pourtant, un espoir demeure au bout de chaque lèvre. Changer, muer, révolutionner pour obtenir cette égalité. Révolutionner pour passer de triangle à carré, pour que chacun ait le même pain. Alors, le poing levé pour certains, les doigts croisés pour les autres, il était hors de question de refuser de donner ce coup de pouce et de faire un doigt d'honneur au tsar. Il fallait mettre le doigt sur ceux qui offriraient paix et prospérité à un pays tout entier. Ainsi se leva le peuple russe. Au bout de quelques années, 2 révolutions et des millions de morts, la mue eut lieu. De 3, l'on passa à 4 angles. Le triangle a été abandonné, et les souffrances que ce dernier a causées, un stigmate est resté. Ce stigmate, c'est le 4e angle, celui qui apporte égalité, sérénité et pérennité à notre forme de société. Alors, peut-être la nomenclatura et Staline ont éborgné le postulat bien formulé de Marx, mais il n'en demeure pas moins cette idée-là. Pour devenir cet ensemble parfait et égalitaire, il faut se transformer. Il faut passer par un modèle imparfait au pouvoir mal distribué, parvenir à en sortir, réussir à devenir ce carré tant idéalisé. Faisons à présent un nouveau bond dans le temps. Nous sommes désormais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La France se reconstruit et le triangle travail, famille, patrie est délaissé au profit d'un nouveau système social qui en inspirera plus d'un. Cette victoire, outre celle du général de Gaulle, c'est le fruit d'un basculement qui transforma un triangle infâme en un noble carré. Si l'État français n'avait pas assiégé son peuple, si la guerre n'avait pas contribué à déformer un triangle déjà difforme, peut-être que ce 4e angle ne serait jamais apparu. Peut-être que la route vers l'égalité n'aurait jamais été empruntée. Peut-être ne nous serions-nous jamais sortis de cette géométrie infernale. Et il en est de même avec les individus. Car la réalité est que nous ne naissons pas carrés. Loin du jardin d'Éden, nous naissons et vivons triangle une grande partie de notre vie. Ce, hormis, je vous l'accorde, Donald Trump, qui semble lui n'être qu'une circonférence qui aurait mal tourné. Les échecs du quotidien et les stigmates qu'ils forment sur nos visages et nos âmes nous permettent à terme d'acquérir cette plénitude et cette tranquillité. Toutefois, loin de moi cette idée de vous faire adopter un cadre, un carcan, ou encore un carré dont vous ne pourriez vous extirper. Je n'ai ni l'aura d'un Bolloré, ni ne suis pro comme Pascal. Alors ce carré, c'est vous qui le choisissez. Cette perfection est dictée par vos chemins, vos embûches et vos directions. Puisqu'en somme, chaque carré a été triangle autrefois, et tout triangle aspire à devenir carré. Si la révolution russe et l'URSS n'ont pas apporté cette perfection et l'égalité escomptée, il n'en demeure pas moins
qu'il s'agit du chemin de croix de l'humanité que de parvenir à ces 4 côtés si bien arrangés. Merci Quentin. J'appelle désormais à la position négative Enzo. Il avance. Devant la foule qui retient son souffle, il avance. Le temps paraît comme suspendu, le silence seulement interrompu par le claquement des bottines rouges écarlates appuyées d'un éclair bien trop flashy pour être ignoré. Voilà des mois pourtant qu'il est moqué, critiqué, rabaissé. Le voilà sur scène. On le dit, pas assez normal, trop excentrique, trop bling-bling. Et pourtant, derrière sa paire de lunettes bleues électriques, Elton John le répète encore « I'm still standing ». Ce qu'il répétera plus tard, en 1995, est d'une lucidité frappante. J'étais pathétique dans mes costumes, mais j'étais accro au ridicule. Car toutes les différences, toute l'excentricité que je devais contenir en moi, la scène était le seul endroit où je pouvais l'exprimer. Ça ne suffit pourtant pas pour qu'on lui pardonne ses écarts. En 72, il abandonne le patronyme paternel pour qu'Elton John devienne son nom civil. La moitié de sa famille ne lui pardonnera pas. En 76, moins de 10 ans après la dépénalisation de l'homosexualité en Angleterre, il effectue son coming out et s'attire les foudres de milliers d'Anglais qui appelleront à brûler ses CD. Aujourd'hui encore, on le traite de fagot, d'illuminé, et presque flatteur, d'inflexible différent. Voilà ce qu'a toujours été Elton John. Un triangle. Un triangle dans un monde de carrés. Il était un triangle comme Baudelaire, rongé par les fleurs du mal et les paradis artificiels était un triangle. Il était un triangle comme Van Gogh, aux courbes trop imprévisibles et aux couleurs trop vives et variées, et était un triangle. Il était un triangle comme tous ceux dont les pères ont si longtemps supposé l'étrangère singularité comme une erreur à gommer. C'est ça le triangle. On le compare à la norme, on dit de lui qu'il lui manque un quart, il n'en est rien. En réalité, la seule chose dont il manque, c'est de ressemblance avec les formes géométriques qui l'entourent. Et pourtant, ce serait ça la réussite ? 4 angles droits, tout plat, sans variation. C'est ça la réussite ? Être un carré, dominé par de plus grands carrés, écrasant de plus petits carrés pour essayer non jamais de changer de forme, mais seulement de changer de taille. Un carré dans une maison carrée qui sort par la porte carrée pour aller au bureau carré et s'installe derrière un écran carré pour gagner des billets carrés et devenir carré le plus carré des carrés. Ah, il faut peut-être prendre le temps et le courage de le pousser, ce « A » de réalisation, pour l'exclure du mot, que l'on puisse cesser de carrer et recommencer à créer. Créer des choses aux courbes irrégulières, aux angles variables, des choses qui parfois même n'ont que 3 sommets. Car avoir un truc en plus, ça commence parfois par être à l'aise avec son truc en moins. S'accepter soi, pas tout à fait carré, pas tout à fait dans les codes, cesser de vouloir mutiler sa forme, de rentrer dans le moule, de s'affranchir des normes. Moi-même, aujourd'hui, j'ai privilégié le triangle d'une jupe au rectangle d'un pantalon. Alors un carré, c'est quoi ? Un triangle qui a réussi ? Mais réussi aux yeux de qui ? De la société, de l'État, des industriels, qui a réussi à se défaire du péché originel d'altérité, qui a réussi à abandonner toute différence, toute singularité, qui a réussi à enfin entrer dans le moule carré. Mais comme le chantait Pomme, Pomme dont la circularité parfaite est sans cesse rongée par la vie qui l'entoure, Pomme constamment remodelée en de nouvelles formes. À quoi ça ressemble, une vie réussie ? Moi, j'en sais rien. De sûr, la réussite, elle ne me semble pas avoir une forme carrée. Allumer Bolloré TV, écouter la douce voix de Pascal P nous glisser. Mais personne ne s'assimile ici ! Enfin, les immigrés sont incapables de s'intégrer, les femmes, des féministes hystérisées, et les jeunes, intenables, ils n'ont rien de commun avec leurs aînés. Non, moi je vous le dis, tout ça, ça doit filer droit, il faut leur faire la tête au carré. Mais c'est ça votre réussite ? Une mosaïque qui ne forme aucune image car tous les carrés qui la composent sont de forme et de couleur identiques ?
Une tour de Babel où chaque pierre qui la constitue doit être surveillée afin d'être sûr que jamais elle n'évolue, au risque de menacer l'équilibre de celle qui, plus haut, l'écrase depuis des siècles. La vérité, c'est qu'à force d'accorder trop d'importance à la forme, peut-être avons-nous fini par délaisser le fond. Alors, goodbye, Yellow Brick Road. Comme l'auteur de tes lignes, je quitterai tes pavés carrés, car loin d'y mettre la forme, je crois que le fond est là. Loin des sentiers battus, là où la seule géométrie est celle que l'esprit libre choisit seul de dessiner. Merci Enzo. J'appelle désormais au pupitre Samuel, notre coprésident. À Mirabeau, la nuit, lourde de mystère, glissait ses doigts d'ombre sur la ville. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôtel aux lueurs tamisées, deux souffles se frôlaient, suspendus entre désir et gêne, comme si le monde redonnait son souffle avant leur premier geste. Là, étendu sur ce lit trop petit pour nos ambitions, Gustave Bernard s'offrait à moi dans toute sa splendeur républicaine. Sa chemise blanche, qu'il portait pourtant avec une rigueur constitutionnelle, avait fini par glisser sur le sol, laissant apparaître un torse luisant. Et pour la première fois, Gustave Bernard ne comprenait pas. Lui qui avait toujours des réponses à tout, lui qui pouvait discourir pendant des heures sur la séparation des pouvoirs, sur l'état de droit, sur le désastre que produirait l'instauration du Crous à 1 euro pour tous, lui qui savait, là, il était perdu, tout autant que moi, incapable d'expliquer son désir, ni pourquoi celui-ci se portait soudainement sur ma moustache. Incapable de mettre des mots sur ce que nous ressentions, troublés, vacillants, nous étions amoureux. Mais j'en ai déjà trop dit. Laissons, je vous prie, ce qui se passa cette nuit dans cette chambre. Du passé, faisons table rase et laissons Mirabeau, laissons cette moiteur étrange et le torse de Gustave Bernard, car ce n'est pas cela qui compte. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous avons fait ni ce que nous avons dit ce soir-là. Ce qui compte, c'est ce que nous n'avons pas compris. Car cette nuit-là, voyez-vous, il n'y a pas eu de raisonnement, pas d'analyse, pas de grille de lecture marxiste pour expliquer ce trouble insensé que nous ressentions l'un pour l'autre. Il n'y a eu que le silence d'une évidence. Parce que l'amour, il ne se maîtrise pas. Je t'aime, c'est tout. Et si l'on exige une explication, une justification, si l'on veut que j'articule, que je raisonne, que je rende des comptes, mais je ne pourrais que vous répondre d'une voix un peu chevrotante, mais je t'aime parce que je t'aime. Je ne comprends pas mon désir, et c'est ce qui prouve qu'il est vrai, car être lucide en amour, c'est le perdre à tout jamais. Et si, comme le disait de Gourmont, le peuple ne comprend pas, mais c'est peut-être parce qu'il aime encore. Comment une vie peut-elle être jugée moins digne qu'une autre, alors que des enfants meurent de faim dans l'indifférence générale, à quelques rues seulement des supermarchés, qui jettent des tonnes de nourriture par jour? Comment peut-on justifier qu'un être humain grelotte sous un pont dans un pays où les palaces vides et les résidences secondaires inoccupées se comptent par milliers? Comment peut-on tolérer que des personnes meurent de froid, de faim ou d'épuisement, alors que les richesses sont là, mais sont accaparées par un système capitaliste qui sacrifie une planète sur l'autel du profit? À ces questions, le peuple ne sait pas répondre. À ces questions, le peuple ne cherche pas à répondre. Il s'indigne, c'est tout. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas, c'est qu'il ne veut pas comprendre. Parce qu'à force de comprendre, on finit par tuer une bonne fois pour toutes la petite chose ingénue et romantique au fond de nous, parce qu'à trop comprendre, on finit même par transformer un génocide en dommage collatéral. Et sans doute que le plus bel exemple de cela, c'est ce qui s'est passé cette nuit-là, dans cette chambre d'hôtel à Mirabeau. Là où Gustave Bernard, l'homme qui comprenait tout, l'homme des grandes phrases et des grandes théories, se retrouvait tout à coup nu, au sens propre comme au sens figuré, sans République, sans commission Crous, sans modem. À cet instant précis, dans ce vertige, dans cette faille, dans cette incompréhension magnifique, Gustave Bernard
est redevenu peuple. Et peut-être au final que c'est ce qui manque au monde. Pas plus d'intelligence, pas plus de lucidité, pas plus de fatalisme, mais un peu plus d'incompréhension. Merci Samuel pour cette belle déclaration. J'appelle désormais au pupitre Narek sur la citation à la négative. Le peuple, c'est tous ceux qui ne comprennent pas, a dit Rémy de Gourmont. Le peuple, après tout, est cet ensemble des citoyens qui est à la base, c'est-à-dire qui est au plus bas, qui est le support, la substance sur laquelle peut se construire le pouvoir. Autrement dit, par définition, le peuple est ce qui est hiérarchiquement inférieur, et le pouvoir est ce qui serait hiérarchiquement supérieur. Or, Machiavel nous dit l'inverse. Encore faut-il, pour comprendre le prince, être du peuple, et pour comprendre le peuple, être le prince. De même, pour voir la montagne, encore faut-il être dans la plaine, et pour voir la plaine, encore faut-il être au sommet de la montagne. Mais où est l'erreur ? Comment s'en sortir ? Le peuple est au plus bas, dit-on. Mais comment ce qui est au plus bas peut rendre légitime et digne de gouverner ce qui est au plus haut ? Comment une quantité d'individus peut-il qualifier et accorder au prince la qualité qui lui incombe d'incarner ? Le pouvoir, en voyant le peuple comme ce qui ne comprend pas, ce qui peut saisir l'ensemble de l'ordre et de la connexion des idées, qui est l'ordre et la connexion des choses, voit donc le peuple comme un moyen à instrumentaliser. Et considérer quelque chose comme un moyen, par définition, c'est le rendre indigne. Et l'histoire nous apprend que tous les pouvoirs qui voient le peuple comme un moyen finissent dans l'indignité. Un célèbre député, M. de Tocqueville, le 27 janvier 1848, nous éclaire « Lorsque j'arrive à rechercher dans les différents peuples, chez les différentes nations, chez les différents temps, quelle a été la cause efficace qui a amené la ruine des classes qui gouvernaient, je vois bien tel événement, telle cause particulière ou superficielle, mais croyez que la cause réelle, la cause efficace qui fait perdre aux hommes le pouvoir, c'est qu'ils sont devenus indignes de le porter. » Pour reprendre Spengler, c'est qu'ils croient en une illusion, qu'ils croient au fond que le peuple est ignorant, que le peuple ne comprend pas. Mais les grognards de Napoléon, eux, ont-ils compris l'avenir que leur dresse l'empereur ? Un grand empire. Et les poilus, eux, ont-ils compris le cynisme du pouvoir ? On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Et les chrétiens d'Orient, persécutés par un pouvoir, eux, ont-ils compris l'hypocrisie de la France, l'hypocrisie du pouvoir ? Le peuple semble donc ne pas comprendre. Mais c'est souvent le pouvoir qui se fonde sur le mensonge, sur une interprétation erronée de la réalité. En d'autres termes, pour reprendre un député très ancien, pas récent, les princes de notre temps, qui s'efforcent d'attirer vers eux seuls tous les nouveaux désirs que l'égalité suscite et de les contenter, finiront donc, si je ne me trompe, par se repentir de s'être engagés dans une pareille entreprise. Ils découvriront un jour qu'ils ont hasardé leur pouvoir en le rendant si nécessaire, et qu'il ait été plus honnête et plus sûr d'enseigner à chacun de leurs sujets l'art de se suffire à lui-même. Voilà donc la vérité, c'est que le pouvoir veut non seulement camoufler la vérité, mais la cacher. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on s'est mis d'accord, et c'est bien pour cela que le peuple reste si souvent ignorant lorsqu'on lui donne les moyens de comprendre. Là, il se révolte. Là, il abat le pouvoir, ou du moins, il se contente de le critiquer lorsqu'il n'a pas la force physique, intellectuelle, de se convaincre qu'il est capable d'y mettre un terme.
Et c'est ainsi que si l'on veut aller jusqu'à la réalité de l'ordre le plus profond, on peut dire en toute rigueur que la fin d'un monde n'est jamais et ne peut jamais être autre chose que la fin d'une illusion. Merci Narek. J'appelle désormais au pupitre Charlotte sur la position positive de la citation de Michel Audiard. On peut l'applaudir. Mesdames et messieurs, projetons-nous ensemble dans une douce vision, qui, je vous l'accorde, n'est pas très adaptée à un jour de rentrée. Un mois d'août, à la plage. Le ciel est d'un bleu parfait, les rayons du soleil sont éblouissants, les goélands planent doucement. Les vagues turquoises dansent sur le sable dans une mélodieuse symphonie. Sur la plage, passent les vacanciers, les saisonniers, les locaux. C'est un vrai défilé, un vaste échantillonnage de notre société. Selon les époques, vous y auriez croisé Chateaubriand, Maupassant, des nazis ou des artistes incompris. Chateaubriand ne cherchait-il pas juste à défendre ses idées et à rendre compte de sa société ? Maupassant ne voulait-il pas juste dessiner la société de son temps ? Les nazis, pour lesquels je retirerais le mot juste, ne voulaient-ils pas entreprendre la création d'une société parfaite à leurs yeux ? Quant aux artistes, ne cherchaient-ils pas juste la dénonciation, l'émotion, la réflexion du public ? Arrêtons-nous. Ne mettons pas tous ces hommes dans le même panier, tout de même, mais demandons-nous, qu'ont-ils en commun ? Un rêve, une ambition, une volonté d'aller loin. Aller loin. N'est-ce pas notre rêve à chacun ? Certains songent à l'aventure d'un pays éloigné tant géographiquement que culturellement. D'autres s'imaginent une carrière brillante, une renommée internationale, un succès professionnel total. D'autres encore aiment vivre dans l'intensité et ne rien regretter. Leur réussite, l'âge et les expériences accumulées. Aller loin. Un rêve pour l'heure. Or, chacun sait qu'une fois le soleil levé, le rêve s'éteint. Sans action de notre part, il s'envolera comme un ballon d'hélium dans le ciel. C'est ici qu'entrent en scène les cons et intellectuels. On dit aussi bien des intellectuels que des cons qu'ils vont loin. Trop loin. Si on peut les rapprocher ici, on peut aussi largement les distinguer. Fermez les yeux. Imaginez un intellectuel, un vieil homme, barbe blanche, assis, pensif. Il analyse, il débat, il conçoit, il pense et repense. On l'admire, mais tout est passif. Le con, lui, est l'homme qui ne réfléchit pas, qui fait rire, le stupide, l'idiot. Mais il est en mouvement. Il est à la fois admiré pour son audace et détesté pour son manque de profondeur. Comme l'écrit Michel Audiard, un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche. Et oui, l'intellectuel reste dans ses carcans, puisqu'il prétend connaître le monde. Il ne fait qu'agiter ses neurones là-dessus. Le con, lui, ne prétend rien. Il découvre avec plaisir de nouveaux territoires, de nouvelles personnes, et ajoute ainsi de nouvelles données à son esprit. Au fil des expériences, il découvre la réflexion des autres, enrichit la sienne et se découvre lui-même. Être con, c'est aussi sûrement se poser moins de questions. Or, se poser trop de questions peut conduire à un sentiment désagréable, voire à l'inaction. Ce à quoi échappe donc le con. Un con qui marche ira forcément plus loin physiquement que l'intellectuel assis. Cependant, marcher c'est un mouvement, c'est donc une prise de risque. Le con se fiche de tomber. Et il est certain que ça lui arrivera. Pour autant, il apprend en se trompant et en se relevant.
L'intellectuel, lui, ne se confrontera pas, ou peu, à l'autre. Il n'apprendra donc que de lui. Dès lors, il est indéniable que le con qui marche ira plus loin que l'intellectuel assis. Alors oui, cet été, sur le sable, vous croiserez des intellectuels et des cons. Et si pour une fois, vous regardiez ce con qui marche, non pas pour en rire, mais pour comprendre tout ce qu'il a déjà appris. Merci. Merci Charlotte. J'appelle désormais Cléry au pupitre sur la position négative. On peut applaudir. Chers membres du jury, mesdames, messieurs, mieux vaut réfléchir avant d'agir que regretter après avoir agi, disait Démocrite. Une citation bateau pour introduire mon propos, me direz-vous ? Mais qui n'a jamais foncé tête baissée sur la première idée rencontrée, au risque de passer pour un con ? Mais passer pour un con n'est-il pas l'apanage de l'intellectuel ? L'intellectuel exerce son esprit en permanence, a un goût prononcé pour la connaissance. L'intellectuel s'engage dans la sphère publique, l'intellectuel dispose enfin d'un certain niveau de création. À l'inverse, et pour en revenir à la citation de Michel Audiard, le pauvre marcheur que nous vous avons laissé sur le bord de la voie ne semble pas faire le poids face à cette connaissance incarnée. Quelles sont ses qualités ? Marcher, utile pour avancer, mais vers où aller ? L'intellectuel n'aura pas de mal à aller plus vite et plus loin qu'un con, même en marche. Guidé par sa réflexion aiguisée, son action n'en sera que mieux orientée. Prenez 2 billes. La première représente notre con, et la seconde, notre penseur. Lâchez la première en haut d'une descente, et vous aurez rapidement remarqué qu'elle arrivera directement dans le fossé. La seconde, lâchée dans cette même descente, mais dans un conduit qui la guidera, arrivera sans problème au bas de la pente et aura parcouru une distance beaucoup plus grande. CQFD, la première est lâchée sans réfléchir et se perd en chemin, alors que le conduit mène la seconde en bas, illustrant la pertinence de la réflexion que réalise tout intellectuel avant d'entreprendre une action. Néanmoins, faire preuve de réflexivité avant d'agir est essentiel pour réduire le risque d'erreur. Comment pensez-vous que Marie Curie a-t-elle découvert le polonium ou le radium ? En marchant sans réfléchir ? Tout bon scientifique respecte des règles, une méthode scientifique qui permet de produire des connaissances vérifiées. En 2008, la crise des subprimes éclate après que des banques d'investissement et agences de notation ont encouragé la vente de produits financiers risqués, après avoir ignoré les avertissements et préféré poursuivre des profits démesurés, stabilité des marchés ignorée, encouragée par des décisions écervelées. Voilà pourquoi penser pour éviter de se tromper. Enfin, celui qui prend le temps de se poser pour réfléchir à ses idées apparaît comme un moteur de progrès et de liberté. En s'asseyant derrière son bureau, en réfléchissant à des calculs complexes, en grattant du papier pour y noter ses idées, en lisant les dernières actualités avec plus ou moins de gaieté, cet intellectuel multiforme se pose en défenseur de la création, défenseur du progrès, défenseur de la liberté, liberté d'expression, liberté de la presse, liberté religieuse, liberté de l'enseignement, de réunion et d'association, le droit de vote et le droit d'asile. Toutes ces libertés. En prenant des décisions éclairées par de nouvelles idées, en ouvrant de nouvelles perspectives, en permettant à la société de changer, la réflexion nous est profondément utile. Cette réflexion, au-delà de l'action immédiate, une réflexion permettant l'innovation de façonner un avenir meilleur. Symbole de la capacité humaine à réfléchir lorsque l'on s'assoit, le penseur de Rodin est le symbole d'un esprit libre. Symbole de la philosophie, d'introspection,
et de l'acte universel de penser. Ainsi, la véritable liberté est celle de rester assis contre la volonté commune de vouloir marcher. Route empruntée par ceux qui se trompent de direction, l'intellectuel assis prépare le chemin et nous ouvre la voie pour que nous puissions avancer, toutes et tous, avec sagesse et discernement. Car celui qui réfléchit est le guide de toutes les luttes. Ne pensez-vous pas que celui qui s'assoit plutôt que de traverser la voie pour trouver un emploi ne fait pas le bon choix, à l'inverse de celui qui traverse croyant une promesse d'une grande faiblesse? Sur cette question, je vous laisse, pendant que de mon côté, je retourne m'asseoir. Merci Cléry. J'appelle désormais au pupitre Maya sur une citation de Robert Sheckley. On peut applaudir. Quoi de neuf, docteur? Eh bien, mon pouce en balle face à vous, ma carotide vire à l'orange, mais allons-y. Qui fait cas de la carotte? La carotte, voyez-vous, c'est le peuple, modeste et dominé, tandis que les lapins, politiques, bourgeois, classe dominante, festoient sans retenue. Si on baisse notre garde, ils ne font qu'une bouchée de nous. Ce soir, j'ai les crocs, et je penche plus pour la langue de lapin que la langue de bois. Mais je ne suis pas ici pour faire une boucherie, c'est promis. Je vous proposerai seulement quelques amuse-bouches, des calembours et jeux d'esprit qui, je l'espère, ne me feront pas manger mes mots. Les civils, les carottes, se font toujours croquer par les poulets. Ici, les lapins pour les besoins de la métaphore. Mais ces lapins-là finissent aussi par passer à la casserole, lorsqu'ils se font mijoter par les bœufs carottes, la police des polices. Dans cette chaîne de prédation, chacun fait sa petite tambouille, mais personne n'échappe vraiment à la hiérarchie de la violence. Lapins, poulets, décidément toute une ferme aux animaux. Et on sait que tous les animaux sont égaux, mais que certains le sont toujours plus que d'autres, car les lapins blancs ont toujours plus de chances d'être des lapins blanchis. Tout le monde le sait, nos chers politiques savent comment sauter hors du panier à salade et poser un lapin aux tribunaux et aux juges, en bondissant d'une fonction à l'autre. Un bon lapin a toujours un terrier de secours, un poste de consultant, un siège dans un CA, la mairie de Barcelone. Il valse, il saute d'un champ à l'autre, du droit à la politique, à la scène. Côté jardin, évidemment, c'est là qu'on trouve toutes les bonnes poires. Pour ne pas le citer, Dupond-Moretti. Ah, lapin du gars. Enfin non, l'appât du gain. Toujours là où ça rapporte les politiques, la pingrerie. On nous raconte des salades, on nous carotte nos droits, nos services publics, on carotte notre budget d'État, notre culture, notre futur. Le Pen détourne les fonds européens pour alimenter son parti, et Bardella est une star des réseaux sociaux. Comme quoi les carottes, on les achète sans litige ou avec des fans. De carottes, évidemment. Enfin, lorsque son absentéisme au Parlement européen a été révélé dans les feuilles de chou, j'espère que ce n'était pas seulement la pomme d'Adam qu'il avait en travers de la gorge. On nous donne du pain et des jeux pour nous faire croire que la mer est plus belle sans les vagues, et lorsqu'on ne se suffit plus de leurs miettes, ils se tournent vers la carotte et le bâton. Ils donnent d'une main et reprennent de l'autre pour éviter qu'on s'organise pour mordre les doigts qui nous nourrissent au lance-pierre. Et même en cherchant des preuves pour les inculper, on fait toujours chou blanc. Suis le lapin blanc, Néo, suis le lapin blanc. Autrement dit, cours toujours. J'aurais pourtant préféré ne pas choisir la pilule rouge et que Bugs Bunny et Mickey Mouse restent des cartoons, plutôt que Donald Duck devienne réalité de l'autre côté de l'Atlantique. Couleur carotte, bizarrement. Carottez-vous des accords de Paris, carottez-vous de l'accord de l'aide à l'Ukraine, carottez-vous de mon chemin, carottez, carottez, carotte. Carottant? Autant? On emporte le vent, j'imagine. Mais avec ces idioties, qui finit toujours à la marmite? Les carottes. Et la température grimpe, doucement, sans qu'on s'en rende compte. Et bientôt les carottes sont cuites. Ils polluent notre eau, nous font rentrer dans le moule. Ils glorifient les carottes sous pesticides pour faire croire qu'elles sont parfaites lorsqu'elles se ressemblent toutes. Finalement, c'est à nous de choisir à quelle sauce nous voulons être mangés.
Et pas question de solidarité dans ces moments-là. Certains pataugent dans la soupe populaire, tandis que d'autres ont la chance de faire partie du gratin. Au Groenland, on cherche à les déterrer pour leur voler leur sol, lit, loques sont les Américains. On cherche à les déraciner, ironiquement pour aller faire des carottages à la recherche de pétrole. Mais ce lapin crétin-là, à force de creuser dans des potagers qui ne sont pas les siens, j'aimerais qu'il finisse par manger les pissenlits par la racine. Ou qu'il se fasse le coup du lapin. Je l'avoue, je ne mâche pas mes mots ce soir. Mais moi j'ai la tête comme un melon. Ils veulent nous manger, nous ranger, alors soyons indigestes, soyons amers, poussons de travers. Hurlons-leur nos mots jusqu'à leur donner des maux d'estomac. Soyons des virus qu'on leur donne l'appendicite. Ne nous laissons pas digérer, ne nous laissons pas diriger, ne nous laissons pas dire et gérer. Soyons des mauvaises graines et plantons celles de demain avec un grain de folie face à ces vieux grincheux. Je parle, mais enfin, j'ai peur de prendre une tomate. Tout le monde est la carotte d'un lapin, oui, mais tout le monde est aussi le lapin d'une carotte. Alors que chacun se mêle de ses oignons, et peut-être qu'un jour, on en fera tout un plat. Merci Maya, j'appelle désormais au pupitre Eden sur la position négative. Mesdames et messieurs, le voilà qui arrive, le mal. Il se déplace dans la vallée, sur ses petites pattes incurvées. Ses yeux rouges luisent dans le crépuscule. Le silence est de mort. Dressé, orange, la peau fripée, la carotte l'entend venir. Elle respire à peine. On est à perdre son carotène. Dans cette obscurité malsaine, les crocs de la bête la prennent. Elle n'a plus d'espoir d'en réchapper. C'en est terminé d'elle. La créature n'a pas de pitié. Elle est un dévoreur, synonyme de la destruction aveugle. L'émissaire maléfique d'une force ravageuse. La faim. Vous ne trouvez pas que tout ceci est ridicule? Parce que d'abord, je tiens à rappeler qu'au-delà de l'humour de Monsieur Sheckley, les lapins ne mangent pas vraiment des carottes, mais du foin. Et d'autre part, les carottes ne sont pas des êtres sentients. Et les lapins, quant à eux, ne sont pas doués de conscience. Obéissant à leur vil instinct d'adorables herbivores, ils doivent dévorer cette carotte pour vivre. Ou s'ils sont un peu vieux et domestiqués, pour prendre quelques grammes supplémentaires. Ils n'obéissent donc qu'à un appel simple, celui de la vie. Ils profitent de ce cadeau de la terre, de ce magnifique don de la nature, et ils finiront, sous une forme ou une autre, par le rendre. Le lapin n'est ni bon, ni mauvais pour la carotte. Ils n'obéissent tous deux qu'à un cycle et un équilibre qui les dépassent. La carotte nourrit le lapin, qui nourrira peut-être le renard, passant dans la vallée. La bête, de la même couleur ambrée que son végétal ami, se fera vieux un jour. Il se fera prendre par le dernier des dévoreurs, le dernier des maux, le temps. Notre amusante image fait finalement écho à une des plus profondes peurs humaines. Elle n'a pas bonne presse, notre horloge. Elle qui érode les montagnes et assèche les océans, elle qui efface les cultures, les peuples et défait les étoiles. Elle paraît nous narguer de son invincible évanescence par l'immuable constance de son mouvement. Pourtant, elle n'est nullement mauvaise. La faucheuse ne répond qu'au cycle, qu'à l'éternel recommencement, tout aussi dénuée de volonté que le petit herbivore. Elle peut nous apparaître dure, cruelle, abominable, quand prématurée ou artificielle, mais elle est aussi spirituelle, délivrance d'un corps ancien et malade, repos mérité après un long parcours. Elle est avant tout poésie. Elle est l'absolu métaphysique, le grand saut et la permanente transmutation, la fin du goupil et son retour à l'éther, pour qu'un jour puisse refleurir la vallée. Pourtant, devrions-nous dès lors tout relativiser, répondre au Nothing Really Matters de la chanson, et nous laisser porter par ce vent sans volonté? Devrions-nous alors croire que ce lapin peut effectivement être l'incarnation du mal à un moment donné? Nous pourrions dire, après tout, tout est relatif, regarde, la carotte doit voir le lapin comme le mal incarné. Alors le mal, la morale, ça n'a pas vraiment de sens. N'est-ce pas là un moyen de détourner l'attention, de prétendre qu'il n'existe aucun acte, aucune situation qui soit foncièrement mauvaise, des actes de destruction, des actes venant rompre ce même cycle et équilibre que nous avons évoqué, ceux qui viennent ternir l'image du dernier sommeil et le font venir trop tôt. Si le charmant mangeur de plantes peut être le diable, la réciproque pourrait être envisagée, non? D'un certain point de vue. Pour un autre être orangé, ce migrant pourrait être l'incarnation du mal.
Pour un autre, les enfants pourraient consentir, non? Pour d'autres encore, les chambres à gaz ne seraient qu'un détail de l'histoire humaine. Admettre que le mal peut venir du doux lapin est un moyen de dissimuler l'inacceptable, de renverser l'objectif de banaliser le mal, soit en prétendant qu'il est partout, même dans le plus innocent des êtres, et donc nécessaire, inévitable, ou alors en admettant qu'il ne s'agit que d'un concept flottant et imprécis, vrai et faux à tout moment, toujours relatif et subjectif, discutable. Voilà un intéressant moyen d'ouvrir la fenêtre d'Overton, n'est-ce pas? Alors non, notre inconscient végétal ne voit pas le mal dans un lapin tout aussi réfléchi que lui, et il serait bien dangereux d'admettre que le mal est assez relatif et inconsistant pour être réduit au malheur d'une carotte. La définition du mal absolu ne doit pas rester qu'une plaisanterie. Merci. Merci Eden. J'appelle désormais Calista au pupitre sur la citation de Bob Dylan. La petite voix dans ma tête me dit d'être mince, d'être belle. Ce soir, je ne mangerai pas. Demain, peut-être. Je dois compenser. J'ai mangé un cookie du Crous. Ce n'est qu'une petite étape de souffrance. Dormir le ventre vide, avoir la tête qui tourne. Après ça, je serai heureuse. Je serai belle. Après quoi? Après que mon corps ait grignoté ma chair pour se nourrir, après avoir perdu mes règles et ma fertilité, après n'avoir plus de grandes différences avec un squelette. Un squelette? Alors depuis tout ce temps, je voulais ressembler à un mort, moi qui pensais seulement acquérir le bonheur après mon effort. Je voulais rétrécir, jusqu'à disparaître. Mais la vie, n'est-ce pas grandir jusqu'à naître? Grandir pour s'épanouir? Grandir jusqu'à s'accomplir? Grandir pour se bâtir? De primaire à octogénaire, en passant par la fleur de l'âge, l'humain se construit grâce à son expérience, ses échafaudages. Sur le chemin de la vie, il cueille ses nutriments et commence sa construction avec un rustique ciment. Au fil du temps, l'humain devint palais et développe ses colonnes de marbre et s'ancre dans la société comme le ferait dans la terre le plus ancien des arbres. On est toujours occupé à naître, si ce n'est être né, développer ses dons et ses talents, être savant, être éloquent, être le plus grand des acteurs au théâtre, faire la guerre et dominer, être monarque, répondre au succès et à ses exigences. En chacun brûle cette ambition d'éclore, trouver qui on est et comprendre son soi, trouver dans le monde immense et implacable sa place. Ah, mais il en faut du courage pour naître. Petit bébé dans le ventre de sa mère sort un jour dans le froid du monde et sans repère. Quand il a faim, on change sa couche. Quand il a froid, on le berce dans tous les sens. Quand il veut être regardé, on lui dit de rester discret. Quand une goutte de pluie touche son front et la peur, on rit. Nous sommes destinés à cela, encore et à l'infini. Naître. Toujours s'exprimer, mais jamais n'être compris. Avoir beau hurler face à des yeux imperturbables, vouloir l'attention et recevoir du mépris, et être confronté à la pire expérience de l'humanité. Ressentir. Le froid, la faim, la honte. La caresse du vent sur la joue. La peur, la colère. Les nuances de la musique. Le rire d'un public, la sécurité, voir les premières couleurs du printemps, le baiser d'un amant, la douleur, la chaleur. Face à ce dilemme, vous êtes peut-être mitigé. Mais si vous voulez le bon, il vous faut prendre le mauvais. La vie, ce n'est pas le bon ou le mal, c'est les deux ensemble. Si vous voulez ressentir un peu, vous ressentirez tout, sinon rien, et vous mourrez. Parfois, il est vrai, la tentation me chatouille et la petite voix revient lentement. Tu dois mincir, tu ne dois pas sortir et surtout tais-toi.
Mais c'est uniquement la peur qui dicte sa propagande. Elle s'immisce en nous et détruit notre foi. Ayez confiance, faites comme les idoles de votre enfance. Ce ne sera pas Barbie pilote ou Martine à la danse, mais Calista rit, Calista juriste, Calista artiste, Calista jury. Je peux être un pavillon ou un palais. Pourquoi ne pas tenter, au lieu de m'affamer et de rester une cabane en bois de piètre qualité? Cher jury et cher public, les moulures prendront du temps, mais comme le noir accompagne le blanc, après la sueur et les échecs, viendront le succès et les chants. La fatigue et la peur reviendront, comme cette petite voix cherchant à vous figer, mais souvenez-vous, celui qui cesse d'avancer se condamne à s'effacer. Alors élevez-vous, construisez, persévérez, car vivre, c'est refuser de s'éteindre avant d'être pleinement né. Merci. Merci Calista. J'appelle désormais Mathieu au pupitre sur la position négative. En 1525, alors que l'armée du roi François Ier faisait le siège de Pavie, leur commandant Jacques II de Chabannes, seigneur de la Palisse, y trouva la mort. Ces hommes écrivirent une chanson à sa mémoire, qui s'ouvrait ainsi. Hélas, la Palisse est mort, il est mort devant Pavie. Hélas, s'il n'était pas mort, il serait encore en vie. Le dernier vers, vous en conviendrez, est un pléonasme. En effet, si Jacques n'était pas décédé, il serait encore bien vivant en 1525 et aurait sans doute évité la capture au roi de France. Il a donné, bien malgré lui, son nom à un type de tautologie, une lapalissade. Une affirmation d'une évidence immédiatement perceptible, ce qui prête à rire. Et je ne vous ferai pas ici une liste de toutes les fois où la palisse en aurait dit autant, comme dit le proverbe. Je ne m'attarderai aujourd'hui en votre compagnie que sur une lapalissade précise, chantée 440 ans après l'original, par Bob Dylan, dans It's Alright Ma, celui qui n'est pas occupé à naître est occupé à mourir. La nature pléonasmique du vers peut vous échapper, mais il semble logique qu'au moment où un bébé naît, alors il n'a plus à s'occuper de sa naissance, il s'occupe donc de sa mort, à partir de l'instant où il est conscient de lui-même vers 3-4 ans. Avouez qu'il serait lugubre pour un enfant entrant en CP de penser déjà à son décès. Imaginez 2 minutes ce que ça donnerait en cours. Alors, et toi Augustin, tu voudrais faire quoi plus tard? Moi je voudrais souscrire à la convention obsèques à viva, comme ça mes proches seront tranquilles quand je partirai. Non, ça n'a aucun sens. Passons sur ce fait et concentrons-nous donc sur la vérité de la palisse de Bob. Celui qui n'est pas occupé à naître est occupé à mourir. On pourrait bêtement arguer que l'idée d'être occupé à naître ou à mourir est absurde. Le verbe pronominal s'occuper, dont il est question ici, renvoie à l'emploi de son temps, le fait de se consacrer, de travailler à. Par conséquent, pour se conformer aux imprécations de Bob, il est nécessaire d'être proactif, de persévérer dans sa naissance. Or, un bébé ne peut pas faire ça. Sa mère, en revanche, peut persévérer dans l'accouchement, elle s'occupe de faire naître un individu. Et allons plus loin dans l'absurde encore, peut-on persévérer dans le décès? Non, bien évidemment. On ne peut pas être plus mort que mort, on ne peut pas s'occuper, on ne peut pas travailler à être davantage mort. Pourtant, c'est ce que Bob sous-entend. Celui qui ne persévère pas dans sa naissance, persévère dans son décès. Certes, mais cela ne veut rien dire. Mais cela ne m'empêchera pas de m'insurger contre une autre chose, à propos encore de ce verbe pronominal s'occuper. Celui qui n'est pas occupé à naître est occupé à mourir. L'individu est donc constamment occupé à quelque chose. Sa vie est donc constamment... Sa vie n'est qu'une longue occupation dont la finalité change de temps en temps. Mais quelle est donc cette vision de la vie? Mais quel est ce bullshit capitaliste, ce rêve mouillé d'industriel productiviste ou ce fantasme patronal? Imaginez-vous, cher public, cher jury, votre vie comme une longue occupation, un immense travail, une grande et unique tâche à laquelle vous êtes asservi pour le compte de Bob Dylan, ou que sais-je? Ce vers de It's Alright Ma
Faites de la vie un labeur permanent, une corvée dont seule la mort permet d'être délivrée, encore qu'il eût fallu s'occuper de mourir auparavant, apparemment. L'individu est prisonnier de son occupation, esclave de sa tâche. Et pourquoi ? Pour naître, parfois se reproduire et mourir. Et ce, dans un univers complètement indifférent à l'existence de l'individu susdit. Pourtant, cela n'empêche pas un chanteur, réalisateur, peintre, musicien, de talent je dois le reconnaître, de prophétiser la nécessaire vie laborieuse et misérable des êtres humains dans un monde déprivé de la liberté de faire autre chose que de naître et de mourir. À ce dernier, je préfère la vision d'un auteur philosophe footballeur qui expliquait dans son Homme révolté que le seul moyen d'affronter un monde sans liberté est de devenir si absolument libre qu'on fasse de sa propre existence un acte de révolte. Alors refusez de naître, refusez de mourir, cher public. Alors, par votre simple inexistence, vous serez une révolte contre le monde minable et les tâches navrantes imposées par Bob Dylan. Vous ne serez pas occupé à naître ou à mourir, vous ne serez occupé à rien. Et qu'y a-t-il de plus beau que de n'être occupé à rien ? Merci Mathieu. J'appelle désormais Eva au pupitre. De là où je suis, je peux assumer un tas de choses sur vous. Ça ne sera peut-être pas vrai, ça ne vous conviendra certainement pas, mais je peux aisément vous juger, vous classer, vous hiérarchiser même. Qui seriez-vous pour m'en empêcher ? À vous regarder là, assis dans l'amphi de Sciences Po, je pourrais vous cataloguer à gauche, voire très à gauche dans l'ensemble. De façon tout aussi arbitraire, je pourrais assumer que tous ceux qui aujourd'hui portent une chemise, une mallette en cuir ou des mocassins se trouvent à droite. Bien, me direz-vous, pour les mocassins, c'est plus risqué, très tendance et parfois de gauche, surtout s'il y a qui en friperie. Enfin, si peut-être ces considérations politico-vestimentaires de bas étage ne vous outragent pas, parce que peut-être en êtes-vous vous-même les auteurs, peut-être ceci captera mieux votre attention. Tiens, voilà une fille qui traîne qu'avec des garçons. Si facile, certainement. Ah, un blond aux yeux bleus qui parle allemand. Un a. Oui, ils ne le sont pas tous, je connais cette théorie. Ça vous fait rire, n'est-ce pas ? Ou bien alors vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette folle qui nous parle des nazis ? Ah ! Je vous arrête tout de suite. Vous êtes en train de me juger. En même temps, si déjà avant que je parle, vous ne m'aimiez pas, que vous aviez décidé que ce discours allait être nul, ou bien que vous voulez vous casser, je peux pas y faire grand-chose. Je ne ferai pas barrage de mon corps, aussi imposant soit-il, pour vous empêcher de sortir. Maintenant, si vous restez, ce que je peux faire, c'est essayer de vous montrer qui je suis, ou ce vers quoi je voudrais tendre. Ce que je peux faire, c'est briser toutes ces cages de verre que vous avez construites depuis que vous avez posé les yeux sur moi. Ce que je peux faire, c'est déchirer toutes ces étiquettes qui virevoltent dans votre tête depuis que vous avez entendu ma voix. Ma voix, mes mots. Voilà la meilleure façon pour moi de vous faire voir un petit bout de qui je suis. On ne sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Alors je vous donne ici ce que j'ai, ce que je vaux. Pour que je vous prie, vous ne me rangiez pas dans une énième petite case. La rébellion, c'est le refus de se laisser classer, ranger, catégoriser, assigner. Je n'en veux pas. Parce que classer, c'est délimiter. Parce que vous avez tracé mes contours quand je suis encore toute à redessiner, à remodeler, à réécrire. Parce que classer quelqu'un, c'est figer dans le temps ce qu'il est. Comme si soudainement vous étiez en edge, l'image se fige. Que d'efforts alors pour faire voir ce mouvement du soi, pour se reconnecter à ces gens qui croient tout connaître de vous quand ils n'ont même pas franchi le seuil de votre porte. Parce que classer, c'est calibrer, faire de moi un petit cube pour que je rentre dans la case. Mais regardez-moi, vraiment moi, je suis une étoile, c'est évident. Pour vous, ça ne l'est pas, n'est-ce pas ? Alors, si ma forme pour vous n'est pas une évidence, pourquoi quoi que ce soit que vous pourriez déduire de moi le serait ? C'est pour cela que je veux être indisciplinée. Vous n'avez pas le droit de me classer, pas le droit de déterminer qui je suis, pas le droit de me ranger, de me polir parce que mes arêtes dentelées vous dérangent. Pourtant vous le faites. Et moi aussi. Parce que ça nous rassure, parce qu'on a besoin de mettre de l'ordre. C'est effrayant, un monde où on ne connaît rien, où on ne peut rien distinguer parce que tous les gens sont des autres. Alors on se raccroche à ce qu'on peut.
aux préjugés, aux prénotions, aux préfaces, aux préludes, aux prépositions, aux présentations. Un peu tout, tant que ça nous permette de rendre un peu moins terrifiante cette masse informe d'inconnus. Et tout ça, ça ne sert à rien qu'à nous éloigner du vrai. Tout ça, ça vous éloigne de ce que vous pourriez apprendre de votre voisin de devant, de votre camarade de gauche, ou de droite d'ailleurs. Refusez donc de vous laisser classer, parce que la case, c'est la plus étroite des cellules. Réveillez-vous et dites ce que vous êtes. Criez-le qu'on vous entende. Indignez-vous qu'on puisse présumer de ce que vous pouvez faire. Rien, personne ne peut vous classer. Alors, je cite Camus encore une fois, et Mathieu apparemment. La seule façon de traiter avec un monde non libre est de devenir tellement absolument libre que votre existence même est un acte de rébellion. Alors, dans ce monde où on le veut à tout prix nous caser, je vous encourage à vous rebeller encore davantage. Ne vous laissez classer ni par vous-même, ni par les autres. Parce que se classer, c'est s'assigner un rôle, s'archiver. De grâce, ne vous archivez pas. Vous n'êtes ni assez vieux, ni assez poussiéreux pour cela. Alors si vous mettrez toujours les autres dans des cases, du moins ne les tracez pas à l'encre indélébile. Quant à vous, laissez-vous libre, loin des cases, des catégories, des étiquettes. Soyez vous. C'est aussi simple que ça d'être rebelle. Merci Eva. J'appelle désormais Emeline au pupitre sur la citation, toujours d'Albert Camus, à la position négative. Mesdames, messieurs, demain, à l'aube, je prends la Bastille. Qui m'aime, me suive. Personne? Rien? Pas un frisson révolutionnaire dans la salle? Qu'est-ce que j'imaginais? Je suis à Sciences Po. Ici, on est pour l'insurrection, mais pas avant d'avoir validé son Master 2. Ici, on rêve de renverser le système, mais seulement si ça rentre dans notre agenda Google entre projet pro et la prépa des GISPO. Et moi, je suis là, le poing levé, prête à me rebeller, à briser les cases, à dynamiter les étiquettes. Je suis là, à crier que je veux être libre, que je refuse d'être mise dans une case. Oui, c'est vrai, j'ai regardé Bref 2 la semaine dernière, ça m'a donné des airs de philosophe, un peu de lumière. Mais soyons honnêtes, briser les cases, c'est beau, c'est grand, c'est noble, mais c'est aussi une illusion d'optique. Car à peine a-t-on brisé une case qu'une autre vient se refermer sur nous. Imaginez-vous, vous quittez votre job bien rangé pour partir élever des chèvres dans le Larzac. Félicitations, vous êtes désormais dans la case néo-rurale en quête de sens. Vous refusez la société de consommation et partez vivre en van. Hop, voilà bobo écolo alternatif. Même en refusant les cases, on finit toujours par s'en faire coller une. Dès qu'on a une opinion, on entre dans un mouvement. Dès qu'on rejette un modèle, on adhère à un autre. Dès qu'on s'oppose, on s'inscrit dans une histoire. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que je cherche? Si je hurle ma révolte, c'est que j'attends un écho. Si je proclame que je ne suis pas comme les autres, c'est bien pour que d'autres se reconnaissent en moi. Et c'est là le paradoxe. Quand on se rebelle, on veut convaincre, on veut rallier à sa cause, on veut regrouper, unir, fédérer. Et que se passe-t-il quand on rassemble les gens? On crée une communauté, un mouvement, un groupe, bref, une nouvelle classe. À chaque fois, il ne s'agit pas d'abolir les catégories, mais d'en réécrire les règles. Rosa Parks. On aurait pu penser que c'est une femme qui a simplement refusé de bouger. Elle aurait pu dire « je refuse de me laisser classer ». Elle aurait pu rester dans l'anonymat, se fondre dans la masse, se contenter d'un geste solitaire. Mais elle a accepté d'être vue, identifiée, étiquetée. Elle est devenue une femme noire qui refuse l'injustice. Et c'est ainsi qu'elle a déclenché un séisme. Elle a prouvé qu'on ne change pas le monde en restant une silhouette floue dans la foule. On le change en acceptant d'être vu,
d'être rassemblé, d'être classé. On ne se bat pas pour être sans étiquette, on se bat pour que l'étiquette qu'on nous colle nous convienne. Les « je refuse de me laisser classer » restent souvent isolés. Les « je refuse qu'on me colle une étiquette » finissent dans l'oubli. Mais ceux qui acceptent d'être nommés, d'être regroupés, d'être comptés, eux peuvent changer les choses. Parce qu'on ne fait pas trembler un système en criant tout seul dans son coin. On le fait trembler quand on est des milliers à le crier ensemble. Alors oui, la rébellion, c'est accepter de se laisser classer. Mais pas dans la case qu'on nous impose, dans celle qu'on choisit. La rébellion, c'est le refus que notre place dans le monde soit gravée dans le marbre sans notre accord. C'est la volonté de secouer l'ordre établi, non pas pour tout détruire, mais pour tout redéfinir. On ne lutte pas contre un système pour être sans nom, sans visage, sans rang, mais pour que notre place soit choisie et non imposée à tout moment. Parce qu'au final, mieux vaut être un révolutionnaire classé qu'un esprit classé sans suite. Merci. Mesdames et messieurs, on vous remercie pour tous ces excellents discours. Maintenant, place aux délibérations avec notre excellent jury qui va tâcher de nous donner des décisions dans le temps imparti, on en est certain. En attendant, on vous laisse patienter dehors dans le froid, sous la pluie. Non, il ne pleut pas. Mais on vous laisse attendre. Vous voulez bouger? Bon, bah bougez alors. Hein. Et maintenant, tant attendu, l'annonce des résultats. Avant de laisser la parole au jury, un petit mot de la part donc, du bureau. La finale, je vous le rappelle, c'est au Palais Bondy à 20h30 le 25 mars, en présence d'un jury exceptionnel que nous vous révélerons que plus tard, qui est complet, c'est pas vrai. Bref, on était très contents de vous voir toutes et tous ici ce soir. On va passer la parole au jury pour les résultats. Bon, alors c'est toujours compliqué, bien sûr, de discriminer des candidats, d'autant plus qu'on tient quand même à souligner que toutes les interventions étaient quand même excellentes, et du coup, s'il s'agissait de différencier le degré d'excellence. On est quand même réussi à arriver à un consensus, finalement, assez facilement. Donc, on va annoncer, en fait, simplement la liste. Alors, l'ordre n'est pas synonyme de classement, d'accord? Donc, on a décidé de retenir Maya, Samuel, Enzo, Quentin, Eva, Emeline, Calista et Eden. Voilà, comme bien sûr, c'était un crève-cœur de n'avoir qu'à sélectionner 8 personnes, mais bon, il fallait le faire, et on tient aussi à souligner qu'on a extrêmement apprécié le fait d'avoir été invité à participer comme jury, et que c'était une excellente expérience pour nous. Voilà. Ah oui, si